Alors, on a vu pendant les séances précédentes comment calculer le champ de manière directe et par le théorème de Gauss. Aujourd'hui, on va voir le potentiel et par suite l'énergie électrostatique. Commençons par le potentiel créé par une charge continue. Nous avons vu dans les rappels mathématiques qu'un champ de force quelconque ne dérive d'un potentiel que lorsque la circulation du champ pour aller d'un point A à un point B est indépendante du chemin suivi. Voyons si c'est ça, si cela s'applique sur le champ électrostatique. Pour cela, on va calculer la circulation du champ créé par une charge ponctuelle le long du cours C entre deux points A et B. Par définition, l'élément de circulation est égal au produit scalaire du champ E et du déplacement élémentaire est égal à E dl cosinus alpha, où alpha est l'angle entre le champ E et l'élément dl. Le dl cosinus alpha, c'est la variation de R. Cette fonction n'est que la dérivée d'une autre fonction qu'on a appelée V et qui est égale à plus sur 4 pi epsilon 0 R plus une constante. La circulation totale, c'est l'intégrale entre A et B des éléments de circulation est égale à plus sur 4 pi epsilon 0 RA moins plus sur 4 pi epsilon 0 RB. Alors cette circulation est indépendante du chemin suivi et ne dépend que de la valeur de la fonction V en A et de la valeur de la même fonction en B. Ceci, donc, le champ électrique dérive d'un potentiel. Alors, on définit donc le potentiel électrostatique créé par une charge ponctuelle Q en un point M à une distance R par la fonction V est égale à plus sur 4 pi epsilon 0 R plus une constante. L'unité de potentiel est le rho. Cette fonction nous permet de déduire les remarques suivantes. Le potentiel n'est pas connu avec précision. Il n'est connu qu'à une constante. Seule la différence de potentiel entre deux points à instance physique est mesurable. Si on dit qu'on a une pile de 3 volts, ça veut dire que c'est la différence de potentiel entre ces bornes qui est égale à 3 volts. Et s'il n'existe pas de charge à l'infini, on peut considérer que l'action de charge est nulle à l'infini et donc la constante est nulle. La circulation du champ E le long du tour fermé est nulle également parce qu'on part d'un point A et on revient au même point. Alors maintenant, voyons le potentiel qui est par plusieurs charges ponctuelles. Si on a plusieurs charges ponctuelles, chaque charge QI, il va créer en M un champ QI et un potentiel VI, où RI est la distance entre la charge Q et le point M, UI est le vecteur unitaire allant de QI vers M. Le champ résultant est la somme vectorielle de tous les champs créés par chacune des charges. Faisons comme avant, calculons la circulation du champ E global entre deux points A et B. Alors, par définition, c'est l'intégrale de A à B EdL. Je remplace E par sa valeur, on tourne à la fin, c'est l'intégrale entre A et B de moins dB, c'est également VA moins B. Donc, cette circulation est également indépendante du schéma suivi et elle dérive d'un potentiel V qui n'est que la somme des potentiels créés par chacune des charges ponctuelles. Si on a une distribution continue de charges, tout simplement, on remplace la charge QI par un élément infiniment petit de charge, c'est qui est dQ. Et ce dQ est égal à rho dB dans le cas d'une distribution volumique de charge, et le potentiel, c'est l'intégrale triple sur tout le volume chargé de rho dB sur 4 pi epsilon 0 R. Dans le cas d'une distribution surfacique, dQ est égal à sigma ds, et le potentiel V, c'est l'intégrale double sur toute la surface chargée de sigma ds sur 4 pi epsilon 0 R. Et sur la charge dynamique, dQ égale à lambda dl, et le potentiel, c'est l'intégrale simple sur toute la ligne chargée de lambda dl sur 4 pi epsilon 0 R. Et il ne faut pas oublier d'ajouter la constante d'intégration. Ici, il y a une remarque importante sur la continuité de potentiel. Alors, contrairement au champ
qui est discontinu dans le cas où on traverse une couche chargée en surface, le potentiel il est continu. Il est toujours continu quand on traverse une surface chargée, une couche chargée en surface ou bien une couche chargée en volume. Alors, établissons la relation entre le champ et le potentiel. On a vu que d taux égale à moins dv, qui est égal à moins dv sur dx moins dv sur dy, moins dv sur dz. Ceci est le produit scalaire de deux vecteurs. Le gradient de v dans les composants sont dv sur dx, dv sur dy et dv sur dz, et le déplacement élémentaire dl dans les composants sont dx, dy, dz. Et on a par définition d taux c'est dl, et par identification de ces deux formules, on trouve que E égale à moins gradient. Le signe moins indique que le champ est dirigé dans le sens du potentiel décroissant. En effet, si on effectue un déplacement élémentaire suivant E, d'un point M1 de potentiel V1 à un point M2 de potentiel V2, le travail est positif car le champ E et le déplacement ont le même sens, et puisque dV égale à moins d taux, dV est négatif. Ça veut dire que V2 est inférieur à V1. Ceci montre bien que le champ se déplace ou bien orienté dans le sens du potentiel décroissant. Alors, la formule E égale à moins gradient V permet de redéfinir le champ qui peut être défini comme le volt par mètre, parce que les composants du gradient sont dV sur dx, dV sur dy et dV sur dz, ça veut dire volt sur mètre. Et cette formule peut s'écrire également sous la forme de rotationnel de E égale à 0, parce que le rotationnel du gradient est nul. Et on dispose d'une autre méthode plus simple pour le calcul de champ. On détermine d'abord le potentiel, parce que c'est plus facile à calculer, parce qu'on fait une sommation sur les scalaires et non pas sur des vecteurs. Et à partir de la relation E égale à moins gradient V, on détermine le champ. Alors, quel est le lien entre les surfaces équipotentielles et les limites de champ? On rappelle d'abord qu'une surface équipotentielle est une surface sur laquelle tous les points ont la même valeur de potentiel. V de x, y, z est une constante. Une ligne de champ, c'est connu, c'est une courbe tangente entre tous ces points à un champ. Alors, si M se déplace à un autre point imprimé sur une surface équipotentielle, on aura dV est égal à 0. dV est égal à gradient V dl, on remplace gradient V par moins E, et puisque le déplacement sur la surface équipotentielle est nul, on trouve que le champ E est perpendiculaire à dl. Ça veut dire que les lignes de champ sont toujours normales aux surfaces équipotentielles. Ici, nous avons donné un exemple. On a essayé de tracer trois surfaces équipotentielles, V1, V2 et V3, tel que V1 est supérieur à V2 et supérieur à V3. Donc, on voit que les lignes de champ sont toujours normales à toutes les surfaces équipotentielles et se dirigent du potentiel le plus élevé vers le potentiel le moins élevé. Alors, quand on parle de potentiel, on parle également d'énergie électrostatique. Alors, l'énergie électrostatique d'un système de charge est égale au travail que doit fournir un opérateur pour ramener chacune de ces charges de l'infini jusqu'à la position qu'il occupe. Alors, pour fixer les idées, supposons qu'on a deux charges ponctuelles identiques. Une fois on libère ces charges, chacune des charges va appliquer une force sur l'autre et les charges vont se déplacer librement jusqu'à l'infini. Au cours de ce déplacement, ces charges vont libérer une énergie. Cette énergie est la même qu'il va fournir un opérateur pour amener ces charges de l'infini jusqu'à la position initiale. Alors commençons par calculer l'énergie de deux charges ponctuelles.
Donc je vais amener d'abord Q1 et après j'amène Q2. Alors pour amener la charge Q1 en M1, l'opérateur ne fournit aucune énergie parce que la charge Q1 elle se déplace dans un champ nul. Il n'y a aucune force qui s'oppose au déplacement. Mais une fois Q1 est placé, pour amener Q2 à M2, cette charge se déplace dans un champ E1,2 qui est créé par la charge Q1. Et donc, l'opérateur, il doit fournir une force au moins égale en module et de sens opposé à la force électrique. Le travail fourni donc par l'opérateur est F extérieur fois dl. On remplace la force extérieure par moins la force électrique. Et enfin, en tout, c'est Q2 dv. Le travail total pour amener la charge Q2 de l'infini jusqu'à M2, c'est Q2 fois V de M2 moins V de l'infini. Or, à l'infini, le potentiel est nul. Donc, l'énergie électrostatique, c'est Q2 V de M2 qu'on note V2. Bon, mais V2 c'est quoi? C'est le potentiel qui est créé par la charge Q1 en M2. C'est pour cela que je trouve ici Q1. Il est créé par la charge Q1. Et l'énergie électrostatique, elle a cette formule-là, Q1, Q2, c'est 4 pi epsilon 0, R1, 2. R1, 2, c'est la distance qui sépare la charge Q1 de Q2. On continue. Alors, on a ici Q2, V2, M2. Maintenant, si on permute le rôle de Q1 et Q2, c'est-à-dire j'amène d'abord Q2 et après j'amène Q1, donc en principe, je trouve Q1, V1. Et si je fais la somme des deux, et j'utilise par 2, je trouve la même chose. Donc c'est pour cela, on a 1 demi Q1 V1 plus Q2 V2. Mais attention, pour appliquer cette formule, on suppose que les deux charges existent en même temps. Avec V1, c'est le potentiel en M1, mais créé par la charge Q2. Et V2, c'est le potentiel en M2, mais qui est créé par la charge Q1. Alors, si on a un système de n charges ponctuelles, je vais procéder de la même manière, je vais amener charge par charge. Alors, à un certain moment, pour amener une charge QI au point QI, l'opérateur doit fournir, comme on a vu ici, l'énergie EI qui est égale à QI fois V'I. V'I est le potentiel qui est créé au point MI par toutes les charges qui sont placées avant QI. Donc voilà, c'est sigma de J égale à 1 jusqu'à I moins 1 de QJ sur 4 pi epsilon 0 RJ. L'énergie pour déplacer l'ensemble des charges QI à leur position est la somme des énergies. Je remplace EI par sa valeur. Ici, pour passer de là à là, il faut faire attention. Ici, j'ai une sommation de 1 jusqu'à I moins 1. Je la ramène à de 1 jusqu'à n. Et comme ça, en chaque terme, il va apparaître deux fois. C'est pour cela qu'on introduit le facteur 1,5 pour compenser l'effet de la double sommation. Et enfin, donc l'énergie électrique, c'est 1,5 sigma de QI VI. Je rappelle, cette VI, c'est le potentiel créé par toutes les autres charges, bien sûr, sauf la charge QI. Si on a une distribution continue de charges, on remplace la charge QI, qui est ponctuelle, par un élément infiniment petit de charge. Et si j'ai une distribution volumique, on a dit Q est égal à rho dV. Et l'énergie électrostatique, c'est 1,5 l'intégrale sur tout le volume chargé de rho dV. S'il vous plaît, ici, il faut faire attention. dV, c'est un élément de volume chargé. Ici, V, c'est le potentiel de cet élément de volume, bien sûr, qui est créé par le reste de volume chargé. Et de la même manière, si on a une distribution surfacique, l'énergie électrostatique, c'est l'intégrale double sur toute la surface chargée de sigma VDS. Et dans le cas d'une charge linéaire, dQ est égal à dL et l'énergie électrostatique, c'est 1,5 l'intégrale de lambda V dL.
Alors, avant de passer à faire une application, on va traiter un exemple de calcul d'énergie. On va calculer l'énergie d'une sphère chargée uniformément en surface. Je suppose que j'ai une surface, une sphère de rayon R chargée de manière uniforme en surface. On veut calculer l'énergie. Pour calculer l'énergie, on doit appliquer cette formule. Or, c'est quoi le truc? C'est le potentiel de chaque élément d'S. On ne le connaît pas encore. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut calculer d'abord le potentiel. Le potentiel également étant difficile à calculer, on va commencer par le calcul du champ par le rayon de Gauss. Et ça, on l'a vu dans le cours précédent. Comme à l'intérieur de la sphère où R est intérieur à grand R, la somme des charges intérieures est nulle et par conséquent le champ est nul. Et à l'extérieur de la sphère, pour R supérieur à R, la somme des charges intérieures c'est toute la charge Q et le champ E est donné par cette expression. Pour calculer le potentiel, on va le déduire à partir de la relation E égale à moins gradient V. Mais puisque E ne dépend que de R, donc E c'est moins dV sur dR, parce que E θ égale à 0 et E phi égale à 0. Donc, le potentiel V, c'est l'intégrale de E de R avec un signe. Donc, je suis amené à intégrer ces deux expressions. Pour R inférieur à R, V est constante, c'est 1. Et pour R supérieur à R, je vais intégrer cette formule. Donc, je dois c'est plus C4 pi y0 R plus C. Maintenant, il faut déterminer ces constantes. Les constantes C1 et C2. On sait d'abord qu'à l'infini, le potentiel est nul. Donc, C2 égale à 0. Et le potentiel, on a dit qu'il est continu partout. On applique la continuité de potentiel en R égale à R. C'est-à-dire V de R par valeur inférieure est égal au même potentiel en R par valeur supérieure, c'est-à-dire en appliquant cette expression. On trouve que alors C1 égale à Q sur 4 pi y0 R, bien sûr, on remplace le petit r par combien. Et le potentiel en R, on applique l'une des deux formules, je trouvais c'est plus sur 4 pi y0 R. C'est maintenant qu'on peut calculer l'énergie. Alors l'énergie, c'est l'intégrale de sigma V ds. Or, sur toute la surface, on a le même potentiel, parce que le potentiel ne dépend que de R. Donc, ce potentiel V, je peux le faire sortir de l'intégrale, parce que c'est constant. Et sigma ds, ce n'est que dq. Et l'intégrale de Q, c'est grand Q. Et finalement, je trouve Q carré sur 8 pi y0. Alors, la majorité des matériaux et des solutions chimiques contiennent des dipôles. Je donne un exemple. Prenons une molécule de NaCl. Alors, chaque atome, il met un électron pour former la liaison. Et puisque le chlore est plus électronégatif que le sodium, il attire les électrons d'un milieu. Finalement, ces électrons ils vont se trouver plutôt proches du chlore que du sodium. Et comme ça, le chlore est devenu chargé négativement et le sodium qui a perdu une partie de la charge est devenu chargé positivement. Et la distance entre les deux, elle reste fixe, c'est la distance interatomique. Alors, calculons le potentiel créé par le dipôle. En un point M, quelqu'un qui est très éloigné par rapport au dipôle, le potentiel V est égal à moins Q sur 4 pi y0 R1, c'est le potentiel créé par la charge moins Q, plus Q sur 4 pi y0 R2, c'est le potentiel créé par la charge plus Q, et est égal à cette expression. Alors, si H est la projection de B sur AM,
Et étant donné que R est très grande par rapport à L, on peut considérer que HM est égal à HB, c'est-à-dire est égal à RB, et HAB, cet angle est égal à l'angle θ. Et de ce fait, on a cosinus θ, c'est AH sur L, c'est RA moins RB sur L. Remplaçant ça dans cette expression, on va trouver l'expression finale du potentiel créé par le dipôle. Pour calculer le choc créé par le dipôle, on utilise la relation E égale à moins gradient. Encore dans les polaires, on a ER et Eθ. ER c'est moins dV sur dr, Eθ c'est moins 1 R dV sur dθ. Alors, ce champ, il est en généralement réel. Et dans la majorité des matériaux et des solutions chimiques, les dipôles constituant le matériau, ils sont orientés de manière aléatoire. Et par conséquent, en tout point M, les champs également sont dans tous les sens, et comme ça, le champ global est nul. Par contre, si tous les dipôles sont orientés dans le même sens, alors en un point M, le champ il va être la somme de tous les champs créés par chacun de ces dipôles, et le champ peut devenir un pôle. Et ça, ce qu'on va voir lorsque le dipôle est placé dans un champ uniforme. Alors, soit un dipôle AB qui est placé sur un champ uniforme, E0, et qui forme un angle alpha entre AB et E0. Les deux charges dipôles, ils vont subir des forces égales en module et de sens opposé. FB est égal à QE0, FA est égal à moins QE0. La somme des forces est nulle, il n'y a pas de déplacement. Mais il y a un moment. Et le moment du couple de ces forces sur le dipôle étant, par définition, c'est OA vectoriel O, FA, plus OB vectoriel FB. En remplaçant FA et FB par leur valeur, on trouve qu'il est égal à PE0 sinus alpha. C'est le produit vectoriel du moment dipolaire et du champ uniforme E0. Puisque ce moment n'est pas nul, le dipôle il subit une rotation. Et il s'arrête quand il atteint l'équilibre. L'équilibre lorsque gamma égale à 0, c'est-à-dire lorsque alpha égale à 0. Alpha égale à 0, ça veut dire que le dipôle il s'oriente vers le champ U0. Et voilà, et comme je l'ai dit tout à l'heure, si on a plusieurs dipôles dans une solution, tous ces dipôles vont s'orienter dans le même sens que E0 et le champ créé par ces charges, il va devenir un pôle.